Alors, la saga des Balkany, c'est l'histoire d'un couple qui est en politique depuis la fin des années 70, le début des années 80, dans les Hauts-de-Seine, qui est un département un petit peu particulier à l'échelle française. Et c'est un couple aussi qui est un peu particulier parce que c'est un couple qui a une fortune personnelle au départ, qu'il va investir donc dans la politique pour faire campagne, pour conquérir donc une place à Levallois-Perret, qui est donc une petite commune de la banlieue parisienne, à l'ouest de Paris. Et à partir de cet investissement, il va considérer que la politique doit aussi rapporter de l'argent. Donc ça, c'est un peu pour la face sombre, on va dire. Et puis la face plus lumineuse, en quelque sorte, c'est que les Balkany arrivent à Levallois à une période où l'ensemble de l'ouest parisien se modernise. Il y a énormément d'opérations immobilières qui vont être lancées à ce moment-là et qui vont servir principalement, à l'époque où il n'y a pas de règles sur le financement de la vie politique, à financer les partis politiques et notamment le parti qui prend le pouvoir à cette époque-là, qui est le RPR de Jacques Chirac. Et donc les Balkany vont jouer un rôle là-dedans puisqu'ils vont faire partie des gens qu'on peut considérer comme étant assez actifs dans le financement donc, de ce parti. À l'époque, je le répète, qui n'est pas illicite puisqu'il n'y a pas de règles en réalité. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, un des enjeux du procès qui s'est ouvert à Paris, c'est que ce couple en fait va se servir en quelque sorte sur les flux financiers qui sont destinés à financer le parti à des fins personnelles. Voilà. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les Balkany sont aujourd'hui devant le tribunal et devant la justice? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas les seuls à devoir répondre de leurs actes. Il y a d'autres prévenus dans ce procès. Et puis, c'est pas le premier procès non plus qu'on consacre au financement des partis politiques d'une manière générale, et en particulier de ce système dans les Hauts-de-Seine qui était un système assez spécial, qui était beaucoup articulé autour des opérations immobilières et de tous les acteurs de cette filière qui brassent énormément d'argent. Bon, déjà, les Balkany ont déjà été condamnés. Ils ont été condamnés pour un délit qu'on appelle la prise illégale d'intérêt, qui correspond au fait qu'ils employaient à titre personnel des employés de la mairie de Levallois pour servir donc de gouvernantes, de chauffeurs, de jardiniers, etc. dans leur appartement à Levallois-Perret et dans leur moulin de Cossy qui est près de Giverny dans l'Eure. Ensuite, l'explication un peu particulière, c'est qu'ils sont en quelque sorte la victime, si je puis dire, d'un ancien allié qui s'est retourné contre eux. Cet ancien allié, il s'appelle Didier Schuller. C'est un monsieur qui était énarque, qui a fait une partie de sa carrière dans les cabinets ministériels dans les années 70-80, qui est un spécialiste du BTP et qui va devenir en 1988 le directeur de l'office des HLM des Hauts-de-Seine. Et à ce titre, il va mettre en œuvre, en quelque sorte, son savoir-faire, si je puis dire, et il va devenir, pour le compte de Patrick Balkany, ce qu'on appelle un porteur de valise, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de gérer l'argent des commissions qui sont versées par des acteurs de l'immobilier, des promoteurs, des bâtisseurs, etc., qui doivent verser leur écho, en quelque sorte, auprès du parti, donc le RPR, dans des paradis fiscaux à l'époque. Et donc, Didier Schuller est ce qu'on appelle un porteur de valise, c'est-à-dire que lui, il apporte l'argent en Suisse notamment, et puis il gère ses comptes. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, Didier Schuller, qui après avoir lui purgé sa peine dans un premier procès qui était celui de l'office des HLM des Hauts-de-Seine, donc lui, il s'estimait un petit peu bouc émissaire, on va dire, de tout ça, et comptait sur l'appui de Patrick Balkany pour revenir en politique lors des municipales de 2014 à Clichy-la-Garenne. Seulement voilà, à ce moment-là, Patrick Balkany a décidé de ne pas le soutenir. Didier Schuller l'a très mal pris et il s'est vengé. Il est allé voir les juges et il leur a notamment remis un certain nombre de documents montrant que les Balkany avaient dissimulé au fisc un certain nombre de biens immobiliers à l'étranger. Alors, les enjeux de ce procès, ils sont doubles. D'un côté, vous avez affaire à des fraudeurs fiscaux, c'est-à-dire des gens qui ont dissimulé un certain nombre de leurs revenus auprès du fisc. Le fisc a estimé qu'il y en avait environ pour 13 millions d'euros qui sont répartis notamment dans des propriétés immobilières. L'autre aspect de ce procès, c'est la question de savoir d'où vient l'argent, puisque en gros, là, vous avez deux versions. La version des Balkany, c'est de dire qu'ils ont hérité de leurs parents une fortune qui était cachée, qui était dissimulée notamment en Suisse. La version de l'accusation, c'est de dire qu'en réalité, ces acquisitions, notamment l'acquisition de toutes ces villas, tous ces biens immobiliers, se sont faites à partir du versement de commissions qui ont été faites par des milliardaires. Alors, il y a deux grosses opérations. En tout, il y en a
pour 8 millions d'euros quand même de commissions qui ont été versées directement à Patrick Balkany, et ça l'enquête l'a prouvé. La question est de savoir pourquoi. Alors d'un côté, vous avez un entrepreneur du bâtiment, un Saoudien, qui verse des fonds à Patrick Balkany pour une opération qui en fait ne se fera jamais, c'est-à-dire que cet entrepreneur voulait bâtir 2 tours à Levallois-Perret pour 200 millions d'euros, donc quand même un très gros chantier. Et en fait, cette opération ne s'est jamais réalisée. Bon, donc la question est de savoir pourquoi cet entrepreneur a quand même versé une grosse commission à Patrick Balkany. L'autre opération, c'est une opération qui concerne un homme d'affaires belge qui est au Congo, qui s'appelle Georges Forest, qui lui n'est pas renvoyé devant le tribunal, hein, c'est important de le souligner, mais qui a aussi versé une commission à Patrick Balkany pour le rachat d'une mine d'uranium en Namibie, mais là aussi l'opération ne s'est jamais faite. Donc la question est de savoir pourquoi en réalité ils ont versé pas mal d'argent à Patrick Balkany. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse. Le procès permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Est-ce que donc les Balkany sont seuls dans toutes ces opérations? Clairement, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de gens pour faire toutes ces opérations. Encore une fois, ce sont des montages offshore qui sont assez compliqués. Ils ont donc un avocat qui intervient pour leur compte, qui s'appelle Arnaud Claude, qui est l'ancien associé de Nicolas Sarkozy, qui va être assez actif dans les différents montages financiers qui vont être effectués pour réaliser l'acquisition donc de ces biens immobiliers, notamment celui de la villa de Marrakech. Ils ont aussi une sorte de factotum qui s'appelle Jean-Pierre Aubry, qui est un monsieur qui a fait toute sa carrière à Levallois-Perret grâce à Patrick Balkany, qui aujourd'hui est responsable de la CEMARELP, qui est la société d'aménagement du territoire, donc de la commune de Levallois-Perret. Et puis ils ont évidemment, comme toujours dans ces cas-là, recours à un certain nombre d'intermédiaires et d'opérateurs, que sont notamment ce qu'on appelle des gestionnaires de fiduciaires en Suisse, donc des gens qui sont des spécialistes des montages offshore et qui vont vous aider le plus légalement du monde, comme toujours, à monter donc des opérations qui vont permettre en fait d'échapper au fisc. Sur l'aspect international, c'est plus compliqué de le déterminer. Ce qu'on sait, c'est que à partir du moment où Nicolas Sarkozy devient président de la République en 2007 et jusqu'en 2012, Patrick Balkany va jouer un rôle dans un certain nombre d'opérations africaines en se présentant comme ce qu'on appelle le missi dominici, hein, ces émissaires qui n'ont pas de fonction officielle mais qui ont un rôle officieux, qui se prévalent de leur amitié, leur proximité avec le chef de l'État et qui donc font croire ou penser à leurs interlocuteurs, notamment en Afrique, qu'ils vont pouvoir régler tous leurs problèmes. Voilà. Alors on sait que Patrick Balkany intervient sur un certain nombre d'opérations. Est-ce qu'il agit avec ce qu'on appelle un peu le feu orange de l'Élysée, c'est-à-dire vas-y, mais si tu te plantes, on ne te couvre pas, en gros. C'est assez difficile de le savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Patrick Balkany a touché, encore une fois, des commissions de la part de milliardaires, de gens qui ont donc des intérêts à défendre dans le gros business en Afrique, et que donc s'il a touché ces commissions, c'est qu'a priori, il a dû quand même jouer un rôle dans un certain nombre d'opérations.